Et nous arrivons à un moment important d'ouverture de ce congrès de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Il s'agit désormais d'aborder la question de l'évaluation des enseignants, mais aussi l'évaluation des équipes et de nos activités. Donc bienvenue encore à tous ceux qui arrivent au compte-gouttes ce matin. Donc table ronde qui devait être animée en effet par Christian Lemoine, que vous connaissez tous, mais qui en effet a un problème de santé très grave qui l'a amené à être hospitalisé depuis dimanche dernier. Bon, nous allons pour autant donc rentrer dans cette table ronde avec la présence qui nous honore de Didier Houssin, donc président de l'AERS, ancien directeur général de la santé, médecin de formation et d'activité. Vous étiez, je crois, chirurgien pendant de longues années. Présence aussi, évidemment, de Yves Jeanneret, président du CNU, notre section du CNU, la 71e section. Et puis Alain Guindou, président de la SFIC. Alors, merci à tous d'avoir accepté d'être présents pour débattre. Je ne sais pas comment vous avez imaginé comment finalement. Je vais te passer la parole. Merci. Donc merci à toi d'avoir accepté de remplacer Christian. Voilà. Je vous cède la parole. Bon, merci Bertrand. On m'a demandé d'animer cette table ronde au pied levé, en raison des problèmes de santé que connaît Christian Lemoine à l'heure actuelle. Je l'ai eu encore tout à l'heure au téléphone, il va bien, et je pense que nous pouvons avoir une amicale pensée pour lui avant d'ouvrir cette séance. Ce que je fais maintenant. Alors, monsieur le directeur général, et je peux dire aussi chers collègues, nous sommes très heureux de vous accueillir, parce que, comme vous le savez sans doute, la question de l'évaluation à la fois des politiques de recherche et des connaissances produites suscite un certain nombre d'interrogations qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui d'ailleurs parfois remontent très loin, et qui inquiètent un certain nombre d'entre nous, de nos collègues. Et vous avez une longue expérience, puis je crois que c'est de l'ordre d'une quinzaine d'années en tant que directeur général de la santé. Vous avez mis en place des dispositifs d'évaluation qui convergent tout à fait avec ce qu'on observe à l'heure actuelle, tant au niveau européen que français, sur l'évaluation d'action publique, qui est devenue une thématique de travail à la fois de recherche, à la fois politique, extrêmement importante. Et je pense qu'il y a quelque chose que nous attendons de vous, c'est que vous nous indiquiez votre conception chargée d'expérience de l'évaluation des politiques de recherche en particulier, et de la production des connaissances. Je pense que vous pouvez faire un exposé de 10 minutes, un quart d'heure, comme vous voulez. Et alors après, nous aurons des interlocuteurs qui sont notre collègue Yves Jeanneret, qui est président de la 71e section du CNU, et Alain Guindou, qui est président de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Et moi, j'animerai le débat tout en instillant peut-être quelques remarques au fur et à mesure. Voilà, si vous le voulez bien, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci également à Monsieur Guindou de m'avoir invité. Je suis heureux de retrouver également Monsieur Jeanneret. Mesdames, Messieurs, donc chers collègues. Donc je vais vous faire effectivement un petit exposé introductif pour vous situer un peu l'état de nos réflexions, en tout cas sur ce sujet. Bon, d'abord, le premier point, vous l'avez souligné, c'est que l'évaluation dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, puisque l'évaluation des étudiants, elle remonte, je dirais, presque à la nuit des temps. L'évaluation en vue du recrutement ou de la promotion des chercheurs, des enseignants-chercheurs, nous sommes tous plus ou moins passés par là. Pour ce qui est également de l'évaluation de la production scientifique, qu'il s'agisse de publications dans des revues,
de livres. Il y a évidemment une étape d'évaluation et puis il y a également tout le travail d'évaluation des projets de recherche en vue de leur financement. Ça aussi, même si ça a pris une importance plus grande au cours des dernières années, c'est quelque chose qui, là non plus, ne date pas d'hier. Alors, c'est vrai qu'au fil des années, à ces activités d'évaluation, je dirais presque classiques, se sont ajoutées d'autres activités d'évaluation. D'abord, l'évaluation des formations par le ministère. Le ministère, avant d'autoriser une formation, organisait une évaluation. Vous vous souvenez de cela. Il y avait également l'évaluation qui avait été installée des établissements. Il y avait le Conseil national de l'évaluation qui évaluait les universités, les écoles, alors de façon, je dirais, à un rythme assez lent et de façon sans doute assez limitée. Et puis, il y avait bien sûr déjà depuis de nombreuses années, dans les grands organismes de recherche, je pense au CNRS ou à l'INSERM, des procédures d'évaluation de certaines structures de recherche. On évaluait les unités de recherche dans le cadre du CNRS ou de l'INSERM. Et enfin, et vous l'avez évoqué, sans même parler donc de l'évaluation des politiques publiques, qui elle, est une pratique qui est, je pense, plus récente. Et on peut aujourd'hui citer un certain nombre d'organismes qui ont un rôle dans l'évaluation des politiques publiques. Bon, évidemment, dans le champ enseignement supérieur recherche, l'IGA-ENR a un rôle non seulement d'inspection et de contrôle, mais aussi un rôle d'évaluation dans certains cas. De même, le Parlement, avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, joue un rôle extrêmement important dans l'évaluation des politiques publiques. Il porte des jugements sur comment est-ce qu'on a évalué la manière de régler, y compris sous l'angle de la recherche, le problème du chlordécone aux Antilles, par exemple. Et puis la Cour des comptes, qui, bien sûr, a un rôle de vérification des comptes, mais en même temps, de plus en plus, s'est saisi de cette question de l'évaluation des politiques publiques. Alors, en 2007, la création de l'ARS, et ce sera le deuxième point de cette petite intervention, a marqué une transformation importante dans le champ de l'évaluation enseignement supérieur recherche dans notre pays. Pour quelles raisons? Alors, moi, je citerai en fait 4 ou 5 éléments qui m'ont paru extrêmement importants dans cette transformation. Le premier point, c'est que clairement, nous nous situions cette fois-ci dans un espace européen. Ça me paraît être une évolution très importante à travers d'abord le processus de Bologne qui a conduit à la nécessité d'établir la confiance dans les formations et les établissements d'enseignement supérieur de notre pays dans l'esprit de nos voisins européens. Et pour qu'ils aient confiance et qu'ils puissent donc en toute tranquillité envoyer des étudiants chez nous, eh bien, il fallait qu'on leur apporte la preuve que les choses se faisaient d'une manière qui était de qualité. Ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, c'était la stratégie de Lisbonne, à travers la volonté d'aller vers une économie de la connaissance et donc de développer fortement les activités de recherche et d'enseignement supérieur et d'innovation. Donc ça, c'était le premier élément, à mon avis, de cette transformation, c'est l'inscription dans un contexte européen qui réclamait de passer à un niveau supérieur en termes d'organisation de l'évaluation, donc de démonstration d'une certaine forme de qualité. Le deuxième élément important qui a accompagné la mise en place de l'ARS, ça a été l'accent mis sur la notion de réflexivité, d'évaluation ex post, et en gros, cette notion on se retourne vers le passé, on regarde ce qui a été fait, on organise un jugement sur ce qui a été fait, on en tire une analyse, point fort, point faible, et on formule des recommandations. Tout ce qui est constitutif de cette évaluation dite ex post, qui est différente de l'évaluation d'un projet de recherche ex ante, où on veut essayer de porter un jugement en vue de quelque chose qui va être fait. Cette évaluation ex post et la place qu'elle a pris m'ont paru est également un deuxième aspect très important de la mise en place de cette agence. Le troisième élément très important, ça a été, je crois, mais là moi j'ai lu les débats parlementaires de 2006, dans la volonté du législateur, ça a été une volonté de cohérence, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir une vue d'ensemble depuis les procédures d'évaluation des personnels. L'ARS n'évalue pas les personnels, évidemment, mais elle a quelque chose à faire. Elle n'a pas fait grand-chose, d'ailleurs, jusqu'à présent dans ce domaine, mais elle a quelque chose à faire sur les procédures, à dire sur les procédures d'évaluation des personnels, et puis l'évaluation des formations,
l'évaluation des activités de recherche, des entités de recherche, enfin l'évaluation des établissements et des organismes d'enseignement supérieur et de recherche. Donc cette mission confiée à l'ARS offre une possibilité d'intégration du processus d'évaluation et de faire en sorte que l'on rassemble les informations qui résultent de l'évaluation des formations, celles qui résultent de l'évaluation des unités de recherche, au moment où on s'occupe de la stratégie de recherche, de la stratégie de formation d'une université, par exemple, ou d'un organisme de recherche. Alors, cette volonté d'intégration, en tout cas dans l'esprit de l'ARS, elle est très claire. Que tout soit bien expliqué, bien perceptible et qu'on en ait tiré le meilleur profit, c'est quelque chose qui probablement reste encore un peu à démontrer. Alors, il y a un point qui me paraît très important dans la création de l'ARS, c'est sa légitimité démocratique à travers le statut d'autorité indépendante. En effet, ceci s'inscrit, et là je fais référence, et pour dire très, très fortement référence à ce qu'a pu écrire Rosan Vallon sur les autorités indépendantes, c'est-à-dire la dimension de légitimation qui s'appuie sur une légitimité donc d'impartialité, et qui n'est pas seulement au sens de la délégation ou de la figuration, mais surtout par ses procédures, sa collégialité, son écoute à des aspirations. Moi, quand je viens aujourd'hui, je suis intéressé de savoir ce que vous allez dire, les critiques que vous allez formuler, et mon idée, c'est qu'à partir de ça, eh bien, petit à petit, on améliore nos procédures, on les rend de plus en plus, de mieux en mieux acceptées, et on en réduise progressivement les imperfections. Et aussi, ça c'est un des points très importants de légitimation, c'est que l'ARS est en fait très immergée dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle en est une sorte de miroir réfléchissant et en même temps, elle se nourrit donc de toutes ces composantes et donc ça nous aide, je crois, à asseoir la légitimité de l'ARS en termes notamment d'impartialité. En même temps, c'est un organe qui s'est créé, qui a donné une existence propre à la fonction d'évaluation, qui auparavant était très dispersée entre le CNE, la MSTP, ce que faisaient les organismes, ce qu'on ne faisait pas beaucoup pour beaucoup d'universités. Et donc cette création d'un organe constitue finalement une manière de donner du corps à la mobilisation considérable de l'expertise qui est celle des milliers de chercheurs, d'enseignants-chercheurs qui contribuent à cette activité. Donc, à travers cela, l'ARS met en avant une des capacités très importantes de la communauté scientifique, c'est sa capacité d'expertise collégiale. Donc voilà également un point qui me paraît très important dans la création de l'ARS, c'est finalement, à travers cette méthode d'expertise collégiale par des pairs, la plus impartiale possible, eh bien, c'est de donner du corps à une des capacités de notre communauté. Alors, le troisième point que je voudrais évoquer, c'est à quoi sert l'évaluation. Quand on lit les débats parlementaires de 2006, une des choses qui est frappante, c'est que tous les députés, que ce soit de gauche, de droite, de tout le centre, etc., disaient il faut que l'évaluation serve à quelque chose. Bon. Alors, effectivement, et je pense que dans les premières années, l'ARS a probablement peut-être pas pu être suffisamment claire sur ses objectifs. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui est susceptible d'être revu, remis en cause. Mais en gros, aujourd'hui, dans l'esprit de ceux qui assurent le pilotage de cette agence, l'objectif prioritaire, le destinataire prioritaire, c'est l'entité évaluée. C'est-à-dire que notre but, c'est de faire en sorte que les informations qui sont apportées à l'entité évaluée lui servent de point d'appui, lui permettent de progresser. L'ARS est un peu en même temps un miroir et un levier. C'est-à-dire c'est un moyen, c'est quelque chose sur lequel on peut se jauger et en même temps on s'appuie dessus pour faire des progrès parce qu'on a pris conscience de certains points faibles, qu'on voit comment on peut s'améliorer par les recommandations qui ont été formulées. Cette phase d'évaluation externe, elle est d'ailleurs très renforcée par la partie d'auto-évaluation qui précède la visite par le comité d'experts. Alors, ça, si vous voulez, c'est l'objectif prioritaire. Mais, et de mon point de vue, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en rang numéro 1. Il y a malgré tout, et il faut être lucide, il y a malgré tout un deuxième objectif qui, de mon point de vue, est un objectif de second rang, mais qui est un objectif qui existe aussi, c'est que les résultats de l'évaluation
constituent des éléments d'aide à la décision pour des gens qui ont à prendre des décisions. L'ARS ne prend aucune décision, mais elle produit des rapports d'évaluation. Dans certains cas, elle met des notes multicritères, et ces éléments sont susceptibles d'être utilisés par ceux qui doivent autoriser la continuation d'une activité ou l'interrompre, financer ou ne pas financer, etc., autoriser une formation ou ne pas l'autoriser. En gros, le ministère, les responsables d'organismes, un conseil régional, mais aussi une industrie qui se veut développer une activité partenariale et qui veut savoir où sont les forces scientifiques dans une région, ou une association qui veut financer de la recherche pour lutter contre le cancer ou je ne sais quoi, et qui également cherche à savoir où sont les forces et où est-ce qu'elle veut mettre son argent. Donc tous ces éléments d'aide à la décision, c'est également, évidemment, un des objectifs de l'évaluation qui est produit par l'ARS. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'il ne faut pas que je dirais, l'objectif numéro 2 finisse par ternir et handicaper l'objectif numéro 1. Et c'est un peu ce qu'on a malheureusement constaté au cours des années passées. La notation globale des unités de recherche finissait par occuper tout l'espace, devenir même un des critères pour soumettre des projets dans les investissements d'avenir. Bref, et on avait un peu l'impression, et je pense que les gens dans les équipes se disaient, finalement, au lieu de nous aider, en fait, c'est un peu un contrôle, etc. Donc, on va essayer, nous, de lutter contre ce risque-là. Enfin, il y a un troisième objectif et un troisième groupe de destinataires. Alors, bien sûr, les destinataires ne sont pas étanches, c'est-à-dire que chaque produit peut être utilisé par l'ensemble des destinataires, mais il y a un troisième groupe de destinataires, c'est le public. C'est le public, et là, on rejoint parfaitement en tout cas, votre domaine de scientifique. C'est un public qui a le droit d'être informé sur ce que fait, ce que vaut la recherche en chimie en Rhône-Alpes, y compris par simple curiosité, et non pas seulement parce qu'il est contribuable, mais aussi par curiosité, parce qu'il a le droit. Et donc là, on est confronté à un problème de communication et d'information, c'est comment traduire des rapports d'évaluation qui sont très techniques, qui sont compliqués, en quelque chose de simple, en une appréciation, et on va essayer de le faire cette année à travers cette notion d'appréciation d'ensemble qui va se substituer à la note globale et qui sera un texte court qui essaiera de résumer en quelque sorte l'évaluation qui a pu être faite d'une unité. Voilà, je ne vais pas aller dans des aspects trop techniques, mais je pense avoir survolé, en tout cas à travers ces quelques phrases, les questions 1, 2, 3 que vous aviez mentionnées dans votre document. Et pour conclure, je voudrais terminer sur un point qui me paraît être au cœur de la confiance dans les évaluations organisées par l'ARS. Je voudrais terminer par les 2 dernières questions posées concernant l'ARS. L'évaluateur est-il évalué? C'est-à-dire, l'ARS est-elle évaluée? La réponse est oui, l'ARS est évaluée. Elle est évaluée au niveau européen. Pour être inscrite au registre européen des agences d'évaluation ou d'accréditation, parce que les 2 approches existent en Europe, eh bien, l'ARS a dû, en 2010, faire un travail d'auto-évaluation, puis se soumettre à une évaluation externe par un comité européen qui est venu voir ce que l'on faisait. Et des points faibles ont été identifiés, des recommandations ont été formulées. On s'attache d'ailleurs à les suivre et à résoudre ces difficultés, à la suite de quoi l'ARS a été inscrite au registre européen et elle sera réévaluée en 2014. Donc, je pense que c'est un élément important de la confiance, c'est que l'ARS aussi est évaluée. Deuxième question et dernière question, y a-t-il des possibilités de recours vis-à-vis des évaluations formulées, organisées par l'ARS? Oui, il y a des possibilités de recours. Non seulement l'ARS offre la possibilité à ceux qui sont évalués de formuler des observations, et bien sûr ces observations sont rendues publiques, conjointement avec le rapport d'évaluation. Si vous avez la curiosité d'aller voir sur le site de l'ARS, où il y a maintenant à peu près 3500 ou 4000 rapports d'évaluation, vous verrez qu'à chaque rapport d'évaluation sont jointes les observations de l'entité évaluée qui peut dire on a dit que j'étais comme ci, et non, c'est pas vrai, parce que, etc. Ensuite, donc il y a ce travail de publicité, mais il y a également une possibilité de recours.
il arrive que certains responsables, essentiellement dans le domaine de la recherche, on n'a pratiquement jamais eu de véritable plainte de la part des établissements, des organismes ou des responsables de formation. On a des plaintes essentiellement dans le domaine des unités de recherche et c'est pratiquement toujours à cause de la notation et ça s'appuie souvent sur des allégations de liens d'intérêt positifs ou négatifs entre les experts qui composent le comité et l'unité. Donc on a mis en place une commission des plaintes et des réclamations qui est susceptible de donner un avis conforme au président de l'ARS. Donc si par exemple cette commission estime qu'il faut refaire l'évaluation parce qu'on était passé à côté d'un lien d'intérêt, négatif ou positif d'ailleurs, hein, entre l'unité et le comité d'experts, eh bien moi cet avis je serai obligé de le suivre et je prendrai donc la décision de refaire l'évaluation si cette commission me le dit. Merci de votre attention. Je vous remercie. Je vais passer la parole tout de suite à mes collègues. Moi, je retiens beaucoup de choses de votre intervention, notamment deux qui seront certainement, qui alimenteront les débats. C'est l'insistance que vous avez apportée à la question de l'entité de recherche, parce que là, c'est quand même un univers qu'on connaît encore mal, dans la mesure où l'on observe que des programmes et des organisations débouchent sur des connaissances. Et que la jonction entre le domaine de l'organisation et le domaine des connaissances est quelque chose qui fait problème à l'heure actuelle, qui est très difficile. La deuxième chose, c'est l'intention démocratique. L'intention démocratique qui, dans les formes modernes d'évaluation, associe dès le départ les utilisateurs, les usagers ou les chercheurs à des programmes, à des projets. Ce qu'essaie de faire, et à ce moment-là, j'espère qu'à un moment, vous nous éclairerez sur le fait que vous ayez ou non des relations avec le CNDP, avec le Comité national de débat public. Voilà, j'ai cité ces deux choses-là, et je vais passer la parole maintenant à Yves Jeanneret. Voilà. Merci. Alors, mon point de vue sera évidemment différent. En fait, je ne peux pas couper les choses en tranches. Je parle à la fois en tant que chercheur qui travaille sur la communication des savoirs, puisque le sujet est central dans notre discipline. D'ailleurs, pas forcément sous le nom d'évaluation, je vais y revenir. Et puis, évidemment, en tant que, quand on est relativement vieux dans la carrière, on a pratiqué soi-même des évaluations, pas seulement au CNU, mais dans différents contextes disciplinaires et interdisciplinaires, locaux et nationaux, et bien sûr soumis. J'ai eu l'occasion de soumettre, de connaître le succès, l'échec dans des soumissions, et c'est un peu sur cette base-là que je proposerai une réflexion de chercheurs en sciences de l'information et de la communication, ayant des responsabilités institutionnelles dans le Comité national des universités, c'est-à-dire une instance de pilotage des carrières individuelles dans une discipline qui n'a pas comme nom évaluateur, mais qui constitue une instance d'organisation de la vie scientifique à partir du travail sur les sujets. Alors ma première réflexion, c'est de m'arrêter sur le terme, de ne pas le naturaliser, de ne pas le banaliser. Choisir évaluation n'est pas neutre. En fait, là, c'est plutôt un autre aspect de ma carrière de chercheur que je pourrais évoquer. Il y a 1 siècle et demi, on aurait appelé ça de la critique. On pourrait appeler ça de l'appréciation. En termes techniques, ça s'appelle du commentaire, puisque au fond, ce qu'on fait, c'est recevoir des documents écrits et produire des métadiscours sur ces documents écrits. Alors, le fait de choisir évaluation dit quelque chose, c'est la racine latine. Elle est intéressante d'ailleurs ici dans l'école des hautes études de santé publique, valere, bien se porter, qui par métaphore amène l'idée de valeur avec son usage économique, mais aussi moral. Alors que par exemple, critique en grec, c'est krinein, discerner. Et évidemment, on ne sera pas étonné que les Romains s'intéressent plus à l'aspect pragmatique du résultat et les Grecs à la nature de l'opération intellectuelle en jeu, parce que ce dont il s'agit, c'est bien d'un certain usage du discernement dans un contexte institutionnel. Et j'étais très content d'ailleurs de voir dans le dernier texte qui a été évoqué, qui a été publié en mai sur les critères de l'ARS, un peu tard, mais bon, c'est un travail qui est lié au retour d'expérience, de voir l'expression à la sonorité kantienne, exercice de la faculté de juger,
ce dont on ne peut que se satisfaire. Ça veut dire que l'ARS mène une intense réflexion, comme nous, mais peut-être avec plus de moyens, j'y reviendrai, plus de métadiscours que nous, sur ce que signifie essayer de comprendre, discerner, juger. Et ça, c'est intéressant. En anglais, c'est assessment, c'est sédérer, installer. Donc, en fait, on est dans une société qui valide et qui installe. Alors qu'on était au XIXe siècle dans une société qui débattait et qui essayait de discerner. Alors, ça, c'est le régime. Dans ce régime auquel nous sommes tous soumis, le chercheur en sciences de l'information et de la communication a forcément un regard particulier, une espèce de schizophrénie, parce que pendant qu'il fait, il analyse il ne peut pas s'empêcher d'analyser avec ses propres idées tout ce qu'il fait. Donc, par exemple, le fait que tout ça repose sur des disciplines documentaires particulières. Il y a un texte très célèbre de Foucault sur l'examen, dans Surveiller et punir, qui décrit la façon dont le système scolaire utilise la note, le document, l'écrit, la synthèse, le résumé, et va produire ce détachement qui, à un moment, fait oublier les conditions de production au bénéfice de la production d'une certaine visibilité et, au fond, d'un certain effet de surveillance. Et donc, bien entendu, ce à quoi nous avons assisté, c'est un prodigieux développement depuis 10 ou 15 ans d'une discipline de structure documentaire et graphique, donnant une visibilité et une rationalité plus particulière à des processus que nous faisions depuis longtemps. Et bien sûr, derrière, il y a tous les enjeux qui sont liés à l'énonciation, que nous on étudie. Qu'est-ce que c'est qu'énoncer des savoirs? Dans quelles conditions? Énonciation individuelle, collective, octoriale, éditoriale, critique. En fait, quand nous sommes évaluateurs, en position d'énonciation, de commentaires critiques sur ce que contiennent les textes écrits qui nous sont soumis dans le cadre de ce travail. Alors, c'est aussi dire que derrière, la difficulté que j'ai eue en préparant cette intervention, c'est que j'ai beaucoup de mal à savoir de quoi on parle quand on parle d'évaluation, parce que ça peut être très circonscrit, ça peut être le projet qui vient d'être introduit d'évaluation récurrente des enseignants-chercheurs selon une certaine modalité, mais ça peut être l'ensemble de ce qu'on fait. Je m'occupe aussi depuis 12 ans de la rédaction en chef d'une revue scientifique. Est-ce que je dois mettre l'étiquette évaluation à l'activité de lecture, de discussion, de discernement, et forcément de reconnaissance et de mise en visibilité de certains travaux par rapport à d'autres. Nous ne cessons en fait de lire, d'écrire, d'évaluer, de discuter. Tout ça dans des contextes axiologiques. Alors l'axiologie actuelle, on le voit très bien dans le texte de l'ARS, c'est la transparence. Ces axiologies sont importantes aussi à prendre en compte. Moi, j'ai été fasciné, en tant que responsable de revue et responsable de laboratoire, de voir, au tournant des années 90, deux évidences s'imposer dans la communauté scientifique qui correspondent à des axiologies littéralement opposées. La première, c'est qu'une bonne revue doit forcément avoir des articles évalués en double aveugle, donc dans le secret absolu, et qu'en même temps, une bonne évaluation de laboratoire doit être faite à visage découvert. Et je n'ai pas trouvé que mes collègues étaient particulièrement préoccupés par la montée parallèle de ces deux axiologies symétriques et incompatibles, en fait. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous jugeons à visage découvert des équipes en les évaluant sur des évaluations de travaux qui ont été faites dans le secret, mais en avançant quand même l'axiologie de la transparence. Donc, tout ça, c'est pour dire l'historicité. Par exemple, une revue, au XIXe siècle, c'était avant tout un comité éditorial qui portait un projet intellectuel et qui se comprenait dans la périodicité d'une sorte de dialogue avec un lectorat. Aujourd'hui, c'est une instance de reconnaissance et de labellisation d'un ensemble de travaux qui doivent être considérés individuellement chacun et évalués individuellement chacun pour être ensuite mis en liste dans la discipline documentaire qui va conduire à l'évaluation. Donc, nous sommes dans un régime de promotion de la trace. Nous sommes aussi dans un régime de sophistication des dispositifs et donc d'explicitation des formes de communication. Et les collègues qui siègent avec moi au CNU savent que dans les débats qu'on a, on en parlera peut-être un peu plus du CNU tout à l'heure, on a forcément toujours la réflexion jusqu'où on écrit. Alors j'ai vu que l'ARS allait très loin dans ce qu'elle écrit.
Nous écrivons aussi des choses sur le site, mais on voit très bien que l'exercice de la faculté de juger suppose aussi qu'un certain nombre de choses n'aient pas été écrites à l'avance, sinon les machines le feraient mieux que nous, s'il s'agissait uniquement de compter. Or, il s'agit d'interpréter, de faire l'effort de comprendre et de commenter. Et puis, régime de la métacommunication, c'est-à-dire, et ça c'est très général, on a parlé du débat public, des conférences de citoyens, nous sommes dans une société qui définit la démocratie par le fait d'objectiver et de contrôler et de vérifier les processus de communication qu'elle met en œuvre, et donc de les soustraire d'une certaine façon à la spontanéité de l'interaction sociale ordinaire. Donc évidemment, dans le domaine de l'évaluation, on assiste à la même chose, une montée des architextes, c'est-à-dire des textes de plus en plus préstructurés quand on nous les donne. Nous écrivons à l'intérieur des formulaires une définition de plus en plus explicitée, contrôlée, et on vient de le dire, évaluée, des procédures. Évidemment, la question, c'est... Au CNU, il y a 48 collègues qui siègent, 32 ont été élus. Je rappelle que le CNU est la seule structure majoritairement élue, compétente sur le plan disciplinaire, avec une majorité d'élus. Dans cette structure, il y a 48 collègues, et j'étais en train de me dire, qui va évaluer le CNU? Faut-il qu'il y ait 96 collègues pour évaluer le travail des 48 collègues? Ou faut-il confier à des machines chiffrées le fait de savoir si nos statistiques sont bien conformes à ce qu'elles devraient être? Il y avait un critique aujourd'hui oublié de la revue des Deux Mondes qui disait à propos des pratiques critiques, nous avons le lierre et les parasites du lierre, mais il y a une grande cherté des chênes. Donc les arbres. Hein. Donc voilà, nous avons forcément le risque aussi d'un développement de métastructures procédurales qui peuvent aider à expliciter les choses, mais qui rendent aussi plus lointaine la considération de l'exercice de la faculté de juger. Alors moi je pense que dans le travail du CNU, il y a un cadre qui vient d'être défini. Alors, nous travaillons tous dans des cadres qui sont prédéfinis. Nous ne nous donnons pas nos règles. À l'intérieur de ces règles, même si on a le sentiment historique de la relativité des façons d'évaluer, ou de juger plutôt, hein, et l'évaluation étant un des régimes des façons de juger des activités intellectuelles, eh bien, nous avons intérêt à être le plus clair possible avec la communauté, avec les producteurs, sur ce à quoi nous nous référons. Et ça, c'est de l'ordre, effectivement, de la publicité des critères, c'est de l'ordre de la publicité de règles déontologiques, mais malgré tout, j'insiste sur deux dimensions fondamentales, la dimension intellectuelle. Il y a un apprentissage expérientiel, individuel et collectif, dans la façon de comprendre un dossier, et la dimension éthique, sur laquelle je veux finir, non pas déontologique, mais éthique. C'est-à-dire que l'activité dont on parle, qu'on la nomme critique ou évaluation, renvoie avant tout à la capacité de produire les jugements en âme et conscience. Et en fait, cet engagement personnel de chacun dans cet acte est le seul noyau dur de ces activités, quelles qu'elles soient. Merci. Vous pouvez réagir? Écoutez, oui, moi je veux bien réagir. J'ai été très, très intéressé par ce que vous avez dit. Je réagirai sur deux points. J'ai l'impression que l'évaluation, celle que, en tout cas, on organise, ne s'appuie pas seulement sur des textes. La phase de l'interaction entre le comité d'experts et les évalués, entre guillemets, et ça relève plus, je pense, des techniques d'entretien, de la psychologie, et je pense que c'est un élément qui, d'ailleurs, lui aussi a ses règles, sans doute ses écueils, et auxquels il faut sans doute être attentif. Alors, il y a aussi, j'ai été très intéressé par ce que vous avez dit sur finalement le contraste entre une sorte de phase très ouverte de l'évaluation, je dirais presque
hyper transparente, et puis le fait qu'elle s'appuie sur quelque chose de très secret qui est finalement l'évaluation des travaux à travers les reviewers anonymes, etc. En sachant toutefois qu'il me semble qu'il y a aujourd'hui tout un mouvement qui est en cours autour des publications open source et où j'ai l'impression que, je me demande si cette question du secret de l'évaluation des travaux, des publications, n'est pas quand même un peu liée à la dimension éditoriale et tout le champ, je dirais, économique et commercial qu'il y a autour des revues, et si les choses ne sont peut-être pas en train d'évoluer à travers la notion de publication open source. Mais bon, je ne suis pas... Ce serait le signe que l'axiologie de la transparence triomphe définitivement. Peut-être. Bien, on va donner la parole à la salle, mais souhaites-tu parler maintenant, Alain? Merci. Je vais être assez bref parce que je représente la SFIC, la Société française des sciences de l'information et de la communication n'est pas une institution chargée de l'évaluation, mais nous sommes très concernés parce que nous représentons un certain nombre de chercheurs et de laboratoires qui eux, sont concernés par cette évaluation. Alors, la Société française des sciences de l'information et de la communication a eu déjà à réfléchir sur la question de l'évaluation et à donner une position qui a d'ailleurs été publiée. Et je voulais revenir sur cette position de la Société française des sciences de l'information et de la communication qui se résume comme suit. La SIC est en accord avec le principe de l'évaluation, dans lequel elle reconnaît la possibilité d'une mise en débat constructif des compétences et des pratiques des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle estime néanmoins que les mécanismes actuels qui ont été mis en place doivent être repensés. La Société française des sciences de l'information et de la communication défend une conception fondée sur la valorisation des acteurs plutôt que sur le contrôle ou la sanction. Le mot contrôle a été évoqué ici à plusieurs reprises et je salue les efforts qui ont été faits par l'ARS et le CNU pour faire évoluer les pratiques d'évaluation. Mais cette évaluation, effectivement, doit être une co-construction associant tous les acteurs impliqués. C'est là, je pense, que se pose le problème. Si je reviens sur la définition qui a été donnée ici par Yves Jeanneret, l'évaluation, c'est une appréciation des valeurs. Et si on s'arrête sur le mot valeur, on se rend compte que la valeur peut être économique, sociale, culturelle, et en fonction de l'endroit où on se trouve, en fonction de ce qu'on met en avant, l'appréciation, en tout cas l'approche de l'évaluation peut être différente, d'où la nécessité de mettre en place des mécanismes de dialogue de façon à ce que tout le monde ait la même notion de l'évaluation. Donc la question essentielle, c'est celle de savoir comment est-ce que on peut faire pour penser ces mécanismes de dialogue et comment est-ce qu'on peut faire pour éviter des éventuelles réclamations, en tout cas des éventuels mécontentements. La SFIC a reçu un certain nombre de, je dirais pas de plaintes, mais en tout cas des messages d'un certain nombre de collègues qui n'ont pas été en accord avec les évaluations qui ont été faites. C'est pour cela que nous avons mis en place cette session qui est un espace de dialogue qui nous permet de confronter nos idées et de façon à tracer ensemble un chemin ensemble. Je pense que la Société française des sciences de l'information et de la communication a souligné un certain nombre de principes importants. Le premier principe, c'est celui que je viens d'évoquer, donc la prise en compte de la diversité des points de vue des parties prenantes. Qui intègre aussi l'éventuelle contribution des sociétés savantes comme la nôtre. Je pense que la Société française des sciences de l'information et de la communication a aussi un rôle à jouer dans le système de l'évaluation, peut-être pas en tant qu'évaluateur, mais elle peut jouer un rôle de guidant. La deuxième question importante, c'est la question de la prévention d'éventuelles contestations, ce qui amène à la clarté des procédures, et ensuite un certain nombre de principes éthiques qu'il conviendrait de mettre en place. Et je rejoins, là c'est une réflexion personnelle qui n'est pas la réflexion de la société que je représente, mais qui repose quand même sur un travail qui a été fait par un ancien
président de l'ASFIC, Jean Deves, qui avait énoncé un certain nombre de principes éthiques qui, je pense, sont applicables à l'évaluation. C'est le principe de vérité, respect des faits, principe de liberté, indépendance du chercheur à l'égard des pouvoirs ou de l'évaluateur, cohérence, c'est-à-dire fermeté, loyauté et fidélité, et le principe de lucidité, c'est-à-dire faculté de jugement, d'interprétation et d'appréciation. Il s'agit donc de penser l'évaluation en termes aussi de pertinence, d'utilité, d'efficacité et de cohérence avec les politiques actuelles, mais aussi avec les moyens dont on dispose. Je vous remercie. Merci. Droit de réponse. Écoutez, non, je crois que la question de l'impartialité, en particulier des évaluations, est certainement au centre du sujet et de la confiance qui peut résulter du processus. Mais je pense que c'est quelque chose de fragile et qui se reconstruit, ou plutôt qui se construit à chaque évaluation. Et moi, j'ai le sentiment que de ce point de vue-là, l'ARS est sans cesse au bord du précipice, parce qu'il suffit qu'un jour il apparaisse qu'une évaluation a été organisée d'une façon totalement partiale pour une raison qui aurait pu échapper, et à ce moment-là, toute la crédibilité du dispositif est pulvérisée. Donc c'est une institution qui en même temps est solide parce qu'elle a son indépendance lui donne une certaine, son mode de constitution lui donne une certaine force, mais très fragile. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que certainement on peut contribuer au fait d'une meilleure compréhension à l'intérieur de la communauté et avec ses partenaires des processus en jeu, qu'il s'agisse strictement, là je parle en tant que président du CNU, qu'il s'agisse strictement d'une évaluation d'un travail ou qu'il s'agisse de décisions qui reposent sur un jugement mais qu'on ne peut pas qualifier vraiment comme des évaluations, comme par exemple la qualification aux fonctions de maître de conférence ou de professeur, qui sont plutôt la lecture d'un dossier et la prise de décision sur l'avenir de la discipline qui est engagée par le fait d'ouvrir cette carrière. Alors, on peut le rendre aussi explicite que possible. Ce qui est important, c'est que les procédures soient explicites, que la communication soit claire entre la communauté, et notamment, mais là je parle vraiment dans la suite des CNU qui précèdent, qu'il y ait des conseils pour les gens qui viennent d'autres disciplines, qu'il y ait un certain nombre de choses qui permettent de savoir, et que ce qui est écrit sur le site soit effectivement ce qui est discuté et qui fait référence pendant le travail de la session. C'est pour ça que nous ouvrons en permanence toutes nos sessions par un travail à 48 sur les critères, qui commence par la lecture des textes qui ont été affichés et la discussion sur les façons de les mettre en œuvre dans l'examen de chacun des dossiers individuels. Cela dit, je trouve que nous n'avons pas comme objectif de ne pas avoir de contestation. Parce que, en fait, le recours est une procédure démocratique. Et ce qui est important, c'est que chacun joue son rôle là où il est, avec la légitimité qui est liée à chacun des paliers. Et donc, il est normal que, même si la décision est collégiale, en fait, il puisse exister aussi des voies de recours qui permettent de contester. Et j'ai toujours dit, en fait, aux membres de la section, et je pense que c'est partagé par mes collègues, que ce n'est pas un indicateur. Vous savez, c'est un peu comme les chefs d'établissement qui ne veulent pas que ça bouge chez eux. C'est un bon établissement si les parents ne se manifestent pas, si les élèves ne se manifestent pas, etc. Le bon indicateur, c'est pas de ne pas avoir de recours. Le bon indicateur, c'est que tout le monde ait entre les mains les éléments qui permettent à chacun de jouer son rôle et que chacun soit dans son rôle. Et que la légitimité de personne ne soit contestée dans le rôle qu'il joue. Voilà. Merci. Oui, l'intérêt du dispositif, aussi de l'argument du devenir de la discipline que Bernard Miège a souvent soutenu. Je pense qu'on peut passer la parole à la salle. Y a-t-il un micro baladeur? C'est celui-là? D'accord. Tiens. Qui veut prendre la parole? Bernard Miège. Qui en premier? Vous deux.
D'accord. Bon, Olivier Chantraine, donc je suis professeur à l'Université de Lille 3. Et enfin, je voudrais suggérer comment dire, une autre grille d'analyse de l'évaluation, peut-être un autre regard sur l'évaluation, et en particulier l'évaluation telle que nous la connaissons et telle que nous la pratiquons, parce que nous la pratiquons même quand, comme moi, nous ne sommes pas engagés dans l'agence AERS, dans les rituels et fonctionnements, les pratiques de l'AERS. Bon, il me semble que l'évaluation gagne à être considérée comme une production et comme une performance. Alors, une production, et en particulier une coproduction. C'est-à-dire qu'il me semble qu'un certain nombre de personnes ont, pour les uns, produit ce qui va être évalué, mais produisent aussi un commentaire de ce qui va être évalué, parce qu'en réalité, ce qui sera évalué, ce sera le commentaire, le compte-rendu qu'ils en donnent, qu'ils en font, à l'oral et à l'écrit, dans certaines circonstances, dans des espaces plus ou moins publics, plus ou moins ouverts. Et produisant cela va rentrer dans un circuit de production qui aboutira notamment à ce qui est le moins vécu et le moins lu dans cette histoire, c'est-à-dire ce qui apparaît sur le site de l'AERS, mais aussi à l'expérience que nous avons tous de cela, de ce qui s'est passé, de ce que ça a transformé chez les uns et les autres dans les lieux, dans les équipes, et où, je crois qu'on ne peut pas avoir un optimisme intégral quant au fait que les équipes ont toujours bénéficié de ce qui s'est passé. Alors, dans un deuxième aspect, donc, il me semble que c'est l'ensemble de cette production qui a plusieurs étapes et qui peut être interrogée, et que il y a quelque chose dans cette production qui relève sans doute d'une lecture esthétique, et qu'on peut se préoccuper un petit peu que le jugement, on parle de faculté de juger, mais qu'il y a certainement par moment dans cette faculté de juger une dimension esthétique qui peut être interrogée. Alors j'en viens à un deuxième aspect, je m'excuse d'être long, la question de la performance, c'est-à-dire qu'il y a bien un système de rôle pour ensemble produire un certain spectacle, un certain rituel, une certaine cérémonie qui est l'évaluation. Et là-dedans, il y a des convenances et des incongruités. Et ces convenances et ces incongruités sont très importantes. Et je termine en disant que par rapport à cela, le mot de critique était assez intéressant. C'est-à-dire que personnellement, j'ai assez souvent vécu à la fois cette production et cette performance comme une situation particulière. C'est-à-dire qu'on produit ensemble, mais alors que nous produisons ensemble, seule une partie des gens sont dans la position à la fois de coécrire cette évaluation, mais d'en être aussi les critiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme pour un spectacle, pour le cinéma ou pour le théâtre, quelqu'un qui n'est pas engagé dans la production et qui, au nom du public, en sera en quelque sorte le critique. Ce critique n'existe pas. Il existe des méta-juges dont vous avez parlé et dont je ne connais pas suffisamment le fonctionnement pour en parler ici. Alors, il me semble qu'il y a là une inégalité, on parlait de démocratie, entre des coproducteurs dont les uns vont finalement être effectivement les critiques et dont les autres seront les critiqués. Bien. Qui veut réagir ? Oui, moi je suis très intéressé par ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que ça ouvre sur une manière de voir les choses qui est tout à fait, enfin pour moi un peu nouvelle. Ce que vous avez dit sur la question de la critique du spectacle, dans certaines autorités de régulation, dans d'autres domaines que dans le champ enseignement supérieur recherche, mais il y a des personnes qui sont un peu là justement pour critiquer, pour être un peu je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais qui sont, disons, affiliés à une autorité de régulation, pour être là justement pour porter un jugement critique sur la manière dont les choses se passent. Et la question pourrait se poser effectivement de
de voir si ça apporterait quelque chose, sans l'alourdir exagérément, d'avoir quelqu'un qui, je dirais, porterait un regard sur le rituel, mais avec un regard critique, pour essayer de peut-être le faire évoluer, par exemple. Bien, Bernard. Oui, Bernard Miège, professeur émérite à l'Université Grenoble-Stendhal. Tous, plus ou moins, participants de la table ronde, vous avez insisté sur l'aspect historique de l'évaluation. On peut dire, en gros, que ça n'a cessé de se développer depuis une génération. Depuis une génération, avec une accélération dans la dernière période. Qu'est-ce qui s'est développé? C'est surtout, enfin moi je dirais, la dimension procédurale. La dimension procédurale, par opposition à ce qui pouvait exister antérieurement, qui j'aimerais à signaler, qui relevait plus de critères d'excellence, de choix individuels, enfin je ne sais pas comment on peut le qualifier. Alors ma question est la suivante, est-ce que vous avez l'impression que dans les différentes communautés de l'enseignement supérieur et de la recherche, cet aspect procédural est intégré, compris, accepté, ou est-ce que ce qui fonctionnait antérieurement ne continue pas, pour une part, largement à fonctionner, et explique les difficultés, non pas immédiates, mais les difficultés fondamentales d'acceptation des procédures, de cet aspect procédural. Merci. Il y a pas mal de travaux dans notre discipline sur la procéduralisation des formes du débat public, des controverses, etc., qui montrent toutes que derrière la mise en place des procédures, il y a un fond essentiel de la communication et de l'information qui continue à être impensé dans les procédures et actif dans les situations. Ça, c'est quand même des résultats des recherches de notre discipline, mais avec cette idée aussi, mise en évidence aussi par des chercheurs de notre discipline, dont certains sont ici, que la mise en place des procédures produit des interdits sur l'utilisation de certaines formes d'expression par rapport à d'autres, et donc est porteuse aussi de certaines axiologies. Moi, l'expérience que j'ai en tant que participant au comité d'évaluation de l'ANR et en tant que président du CNU, avec une petite expérience, parce que en fait ça fait quelques mois que je suis président du CNU, c'est que quand on en arrive aux choses importantes, de toute façon, c'est lire, discuter, comprendre, débattre des contenus, et en fait, globalement, ça échappe globalement au processus à la procédurisation qui, à la limite, comme je le disais tout à l'heure, pourrait très bien être remplacé par un traitement automatique. Et donc à ce moment-là, on voit revenir les conceptions de l'octorialité, les conceptions de la créativité scientifique, le rapport entre l'engagement individuel et la vie collective, la prise en compte des conditions de contexte des gens. Donc toute cette intelligence du social, pour reprendre l'expression de Jean-Michel Berthelot, est omniprésente dans les débats observables d'une session de CNU, par exemple. Alors ça, c'est l'écriture, tu vois, parce que j'étais d'accord tout à l'heure sur le fait que enfin, ça, c'est un point de vue de chercheur, hein, évidemment, donc il est partial, hein, mais je suis tout à fait sensible au rôle joué par l'oralité, mais le propre de l'écriture, c'est de ne rendre visible que ce qui finalement va circuler. Et en fait, tout ça ne circule pas. Ce qui va circuler, c'est que certains sont qualifiés, d'autres ne le sont pas, que certains ont une promotion, d'autres ne l'ont pas, etc. Plus tout ce qui peut transpirer malgré les règles de secret de ce qui s'est passé dans les sessions, et c'est la même chose pour les comités de sélection, pour les comités de rédaction des revues. Et là, dans ces cas-là, on est forcément très très loin de l'ajustement fin que font les gens quand ils lisent un dossier, qu'ils essayent de comprendre un contexte, qu'ils discutent entre eux parfois 1 heure sur un dossier avant de prendre une décision. Oui, moi je voulais réagir aussi sur ce point pour dire, parce que l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement il y a un accroissement de la dimension procédurale. Cet accroissement de la dimension procédurale, elle résulte
malgré tout d'une volonté d'améliorer la capacité d'impartialité du système, notamment dans la composition, dans les règles de composition des comités d'experts, enfin bref, toute une série de mécanismes qui visent à cela et dont je crois, auxquels on ne peut pas a priori faire de reproches. Mais l'inconvénient de cet accroissement procédural, c'est que finalement, il finit par aboutir à des textes, et au bout du compte, le texte occupe un peu tout l'espace. Il n'y a plus ce que vous dites, c'est-à-dire de hors-texte, c'est-à-dire cette dimension intime de l'évaluation qui repose sur finalement ce que les personnes ont dans la tête. Et ce que je crains aujourd'hui, et moi je trouve que l'image du chêne, du lierre et du parasite du lierre est très intéressante, c'est que je suis convaincu qu'aujourd'hui, un des inconvénients de cet accroissement des procédures, c'est finalement un sentiment de la perception que l'opacité s'accroît pour ce qui est dans l'esprit des évalués. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils sont perdus au milieu de la forêt des textes et finalement, ils ont l'impression qu'au bout du compte, on leur cache beaucoup de choses. Donc là, on a un problème. Je voudrais faire un commentaire à ce sujet sur la dimension métrologique dans la procédure. Déjà, un de nos collègues, dans un excellent article, Robert Bourg, avait signalé que cette attention portée peut-être à l'extrême à la mesure. Or, j'ai eu cette semaine, et certains collègues sont dans la salle y ont assisté également, je pense, assisté à une rencontre sur les sondages. Les sondages à propos de la campagne présidentielle. Et à les écouter, on s'aperçoit que avec un intense désir de précision métrologique, l'objet analysé résiste. Par contre, ça va donner des indications de longue durée. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un excès méthodologique de ce point de vue-là parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisqu'il y a quand même à la clé l'enfermement ou le non-enfermement, le rejet ou l'acceptation de théories qui parfois sont déviantes. Moi, je voudrais remettre en situation cette question. C'est-à-dire que, par exemple, lors de la dernière session du CNU, nous avons très longuement discuté pour voir s'il fallait formaliser davantage les règles de publication pour la qualification des maîtres de conférences. Alors, on est en plein dans ce genre de truc, parce qu'on voit très bien que si, par exemple, on pratique une règle, à un moment, le chiffre intervient. S'il n'y a pas N article de telle catégorie, il ne peut pas être qualifié. Ça veut dire que ça va rendre impossible la discussion du dossier. C'est-à-dire que si il y a des dissensus sur un dossier, quelqu'un va pouvoir alléguer la règle chiffrée pour que la discussion n'ait pas lieu. Donc finalement, on aboutit à quelque chose qui est plutôt insatisfaisant d'une certaine façon par rapport au processus d'objectivation, qui est qu'à la fin, la formule qu'on adopte est quand même très souple, plutôt qu'une formule très rigide. Mais les 3/4 d'heure pendant lesquels on a discuté de ça dans la section, tous ensemble, sont formidablement importantes pour l'apprentissage collectif du travail qu'on est en train de faire. De la même façon, je vais redonner la parole à qui demande, François. Vous avez tout à fait signalé de façon intéressante la question de l'opinion publique. Je pense qu'on reviendra sur cette question. Est-ce qu'il y a des travaux sur l'influence qu'a l'ARS dans la construction de l'opinion publique scientifique? Ça, je pense que c'est un élément extrêmement important aujourd'hui. Et étudiante, déjà étudiante. Ça ne marche pas. Françoise Bernard, Aix-Marseille Université, Institut de recherche en sciences de l'information et de la communication. Alors, j'ai été très intéressée par les témoignages. Il est vrai qu'il y en a un que je connais plus intimement, le témoignage du président du CNU, Yves Jeanneret, puisque je participe aux travaux de cette section 71 au CNU. Alors, je voulais peut-être mettre l'accent sur une dimension que vous avez cité, que vous avez souligné, mais en creux en quelque sorte. Vous avez, Monsieur Houssin, à plusieurs reprises souligné la question de l'impartialité. Alors ça, c'est une question qui me semble très intéressante.
qui renvoie bien sûr, comme vous l'avez dit, à l'honnêteté intellectuelle, à la déontologie de l'ensemble des collègues qui sont dans ces rôles d'évaluation. Mais je crois qu'il y a une dimension qu'il est nécessaire d'évoquer dès lors que l'on parle de ces enjeux d'évaluation. L'évaluation se situe donc dans des périmètres qui sont des périmètres de discipline. Et nous savons tous que les disciplines ont à la fois une dimension scientifique, cognitive, et une dimension institutionnelle, et qu'elles sont traversées par des luttes. Alors, on peut faire une référence aux travaux de Pierre Bourdieu, évidemment, et à bien d'autres chercheurs qui en ont fait leur objet d'étude, des luttes entre courants scientifiques, des luttes entre paradigmes, des luttes entre contrôle de périmètres institutionnels divers et variés. Donc, je crois qu'il est très important de prendre à bras le corps cette dimension-là dans la question de l'évaluation, de ne pas l'occulter par pudeur ou parce que c'est effectivement ouvrir une boîte dont on ne sait pas très bien comment réguler ce qui peut advenir. Et donc j'aimerais savoir, autrement dit, les situations sont asymétriques lorsqu'il y a évaluation. Nous ne sommes pas dans un paysage idéal ou idéalisé où il y aurait des symétries entre les acteurs. Les situations sont asymétriques et on voit bien souvent que sort finalement de l'évaluation un renforcement des groupes déjà fortement, des collectifs ou des courants déjà fortement institués. Et la question que je me pose, alors j'ai une expérience au CNU, j'ai une expérience d'évaluer à l'AERS, comment des perspectives émergentes peuvent-elles naître et se développer dans un tel paysage où finalement, pour prendre des références d'un auteur qui me sont chers, Cornelius Castoriadis, c'est l'institué qui l'emporte et assez rarement la dynamique instituante, c'est-à-dire la dynamique émergente. Voilà. Et puis vous avez souligné une dimension qui me semble très importante. Vous avez dit il y a du texte, mais il y a aussi du hors-texte, il y a de la relation, il y a des interactions. Et on le sait, hein, par exemple au CNU, il y a des dynamiques de groupe, et on voit bien que les dynamiques de groupe, ça produit aussi quelque chose en tant que petit collectif social qui parfois s'écarte relativement de ce que l'on imaginait sur d'autres critères, donc cela me semble également intéressant. Voilà, donc si vous avez quelque chose à nous dire sur cette dimension de comment on prend en compte ce qui émerge, je suis très intéressée par votre commentaire. Merci d'avance. Écoutez, merci beaucoup, madame. Je vais répondre peut-être d'abord sur la question disciplinaire. Dans le document auquel vous faisiez référence, on a essayé justement, il y a eu un travail qui a été fait pour voir comment on pourrait mieux évaluer les unités qui mettent l'accent sur l'interdisciplinarité. C'est-à-dire comment faire en sorte que la composition des comités d'experts, il y a en particulier au sein de l'agence actuellement une personne qui est spécifiquement dédiée à cette question de comment s'assurer qu'un comité d'experts a une composition capable d'aborder des questions de jugement à porter sur l'interdisciplinarité. Ça, c'est un premier point. Mais vous avez souligné une autre question qui est à l'intérieur des disciplines. Les fractures qui existent à l'intérieur des disciplines, actuellement, on en a, en tout cas, moi, j'ai connaissance de 2 exemples vraiment difficiles qui sont dans le champ économie-gestion, où on voit bien que le champ économie-gestion est déjà lui-même très scindé dans sa manière de voir les choses. Et au sein de l'économie, il y a d'évidence des approches d'école qui rendent très difficile l'idée qu'on puisse évaluer de la même manière l'ensemble du champ économie. Et je pense qu'en psychologie, M. Gombert en disait un tout petit mot, mais je pense que c'est assez proche aussi. Donc là, je crois que c'est par le travail, à mon avis, avec les communautés, avec par exemple la notion de liste de revues. On peut très bien identifier, je pense, avoir une première étape qui identifie un périmètre scientifique de liste de revues. Là où les choses sont plus délicates, c'est quand on essaie de les hiérarchiser. Enfin, je pense que, disons, des travaux en commun sur cette question de quelles sont les modalités de production scientifique, comment les caractériser, voire comment les hiérarchiser,
je pense que c'est un travail qui doit être fait, et à mon avis avec l'ensemble des participants de la communauté. Vous voulez dire clairement que c'est un travail collaboratif avec des universitaires, oui, des laboratoires, oui, des choses comme ça. C'est ce qui est fait d'ailleurs. C'est ce qui est fait. Alors maintenant, la dernière question que vous évoquiez, c'est la problématique des minorités, c'est-à-dire comment justement s'occuper des minorités, et la minorité peut-être la plus importante est celle de l'émergence, puisqu'elle existe à peine. Bon, je dois dire qu'aujourd'hui, moi, je ne crois pas qu'on ait une réponse à cette question de l'évaluation juste des projets émergents. En particulier, dans une unité de recherche, aujourd'hui, le responsable de l'unité nous dit « Bon, bah, écoutez, moi, je voudrais que vous évaluiez notre unité, y compris en tenant compte de la composition en équipe, ou y compris en tenant compte d'un thème qui nous paraît un thème important, qui est plus transversal. » Je pense que c'est à mon avis au responsable d'unité de souligner que pour lui c'est très important qu'on porte un jugement sur ce qui paraît être en train d'émerger. Voilà, ça me paraît une dimension. J'ai pas de technique. J'ai une question pour Didier Houssin aussi, qui n'est pas identique mais qui est voisine en fait, et qui se fonde aussi un peu sur l'expérience que j'ai pu avoir des discussions au sein de l'ANR en fait. La montée des systèmes d'intégration des laboratoires dans des entités de plus en plus larges, en fait, pose un problème particulier parce qu'il y a des disciplines dans lesquelles, finalement, la frontière entre l'incompétence et le conflit d'intérêts n'existe plus. C'est-à-dire, quand il y a 2 ou 3 équipes, en fait, qui se partagent le paysage français, ce que, à une certaine époque... non pas l'ARS, mais certains dirigeants ont souhaité intégrer. Il va arriver à un moment où la question de l'impartialité sera mise en péril par le fait qu'il n'y aura que des concurrents directs, en fait. C'est le cas déjà pour les grandes écoles d'économie, par exemple. À l'ANR, on se battait les flancs pour nommer les experts, parce qu'en fait, en gros, il y a 2 grandes écoles, et puis si on n'est pas dans l'une, on est dans l'autre, quoi. En fait, alors ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas des trucs très bien ailleurs, mais il y a quand même une relation, j'ai l'impression, entre le processus d'intégration et le processus d'évaluation, et à un moment, ils sont un peu en contradiction l'un avec l'autre. Non, je crois qu'effectivement, la question du grain de l'évaluation et de l'échelle à laquelle on veut se situer, c'est vrai. On voit par exemple aujourd'hui le champ des sciences de la vie et de l'environnement est un champ extrêmement parcellisé où on nous demande d'évaluer à des équipes qui sont des petites équipes de 5-6 personnes, alors qui constituent bien sûr souvent dans un ensemble plus grand. La deuxième approche qu'on peut imaginer, on en a parlé avec des collègues allemands, anglais, ce serait dans certains domaines finalement d'unir un peu nos capacités en matière d'évaluation pour effectivement pouvoir porter un jugement lorsque les ensembles ont atteint une échelle telle que ça n'a plus tellement de sens de l'évaluer à un niveau national, par exemple. On peut se poser ce genre de questions, hein. Mais ça n'est pas dénué. De créer une certaine dynamique originale dans la communauté de recherche française. Tout à fait. Non, mais on ne va pas discuter longuement ça. Je disais simplement que c'est pas nous, on est sensible, parce qu'on a une organisation disciplinaire qui est assez différente de celle qu'on trouve par exemple dans les pays anglo-saxons, où très rarement Information and Library Science, par exemple, sont associés à Media Studies, constituent des entités différentes. Donc nous, on a une organisation disciplinaire à laquelle on attribue à tort ou à raison un certain intérêt, non pas qu'elle soit meilleure qu'une autre, mais c'est un peu une spécificité, quoi. Et donc ça posera aussi des questions par rapport à des fécondités particulières. Patrice Delabroise, oui, vice-présidence recherche de la SFIC. Je remercie les intervenants de nous donner du grain à moudre, en quelque sorte, pour reprendre cette expression. Et Yves, j'aimerais de faire la transition avec une table ronde qui se tiendra demain autour des territorialisations ou reterritorialisations. Parce qu'effectivement, il me semble que la question du grain, de ce que l'on évalue effectivement, va se poser, en particulier pour la prochaine vague, puisque
En somme, de quoi parle-t-on? Parce qu'on parle de laboratoire, est-ce qu'on parle d'équipe dans ces laboratoires? Puisque chaque équipe est censément évaluée en tant qu'entité de ces laboratoires. Il y a deux aspects sur lesquels je voudrais toutefois revenir immédiatement. Le premier porte d'abord sur cette évaluation dont vous avez dit, M. Houssin, qu'elle était historiquement présente dans nos établissements, dans notre communauté, puisque, en somme, les enseignants, particulièrement les enseignants, sont en charge eux-mêmes de l'évaluation. Je voudrais juste relever que cette évaluation leur est, d'une certaine manière, un peu déniée aujourd'hui, puisque les établissements eux-mêmes procèdent à l'évaluation sans nécessairement l'assentiment des intéressés, qui vivent parfois cette évaluation comme une forme de dépossession ou de déprofessionnalisation de leur métier d'enseignant-chercheur. Mais ma question porte centralement sur le rapport entre autonomie et hétéronomie. Ne trouvez-vous pas paradoxal que dans un mouvement d'autonomisation des établissements, on s'en remette précisément à des instances où l'hétéronomie préside, en quelque sorte? Et si je pose cette question, c'est parce qu'il me semble que vous avez deux positions assez différentes l'un et l'autre sur la question de l'aide à la décision. Dans un cas, et je pense ici au Conseil national de l'université, Yves Jeanneret l'a expliqué, cette évaluation qui n'en serait pas une, en tout cas, conduit à la décision par ceux-là même qui font lecture des dossiers. Et dans votre cas, dans le cadre de l'AERS, nous sommes dans une aide à la décision comme forme d'externalisation de cette aide qui revient, en quelque sorte, aux établissements. Alors j'aimerais que vous précisiez, s'il vous plaît, l'un et l'autre, ce rapport entre autonomie et hétéronomie et leviez ce paradoxe s'il existe. Merci. Oui. En fait, le CNU est une instance disciplinaire. Elle est nationale et disciplinaire. C'est-à-dire que alors, je te fais une réponse qui est une réponse improvisée d'un président de CNU qui a 6 mois d'expérience, tu vois, donc, et donc qui a beaucoup plus d'incertitude que de certitude sur cette question-là. Et donc, c'est un travail qui consiste, à partir de données qui concernent l'activité locale, nationale et internationale d'un chercheur, à prendre des décisions qui concernent l'avenir de la discipline au plan national. De ce point de vue-là, il me semble... Alors, nous, on fait partie... dans la section, on a beaucoup discuté des derniers projets d'évaluation. On a demandé un débat général sur l'ensemble de ces procédures. En fait, ça a été le choix qui est sorti de cette discussion. Donc, il faut réfléchir à ce que peut être aujourd'hui une perspective nouvelle. Parce que nous avions eu à nous positionner devant l'application d'une certaine procédure d'évaluation individuelle des enseignants-chercheurs qui était définie dans un certain contexte, qui était redondante, qui n'avait pas été demandée par la communauté, etc. Aujourd'hui, on va peut-être, on peut l'espérer, être dans une situation dans laquelle on doit débattre ensemble de ce que nous souhaitons. C'est une situation très différente. Dans ce contexte-là, il me semble que la qualification ne se pose pas dans les mêmes termes que la gestion des carrières. C'est-à-dire que la qualification est une décision qui concerne l'avenir de la discipline. Et je pense qu'elle peut être légitimement prise par une instance, j'insiste, quand vous avez parlé de dissymétrie, majoritairement élue par la communauté et constituée d'une 50aine de personnes. Quand il y a 48 personnes qui débattent d'une candidature de qualification à un maître de conférence et qu'il y en a 24 qui votent, ça peut être, si tu veux, quand même relativement légitime pour prendre des décisions pour quelques décennies sur l'avenir de la discipline. Si on me donne une meilleure façon de trouver un jugement lucide et éclairé sur le fait d'engager l'avenir de la discipline sur 30 ans ou 40 ans, je veux bien qu'on me l'explique et je ne suis pas particulièrement accroché au CNU. Je pense qu'actuellement, comme c'est une instance compétente sur le plan disciplinaire, constituée majoritairement d'élus, et ayant dans ses rangs une représentation des différentes composantes
et des différents paradigmes de la discipline, je pense que quand on vote à 24 après un débat éclairé et 2 rapports, on a une probabilité relativement élevée de ne pas trop se tromper souvent sur une décision qui, de toute façon, engage la discipline au plan national. Alors, on pourrait très bien imaginer un système à l'anglo-saxonne. Chaque université recrute ses enseignants, il n'y a plus de qualification, donc il n'y a pas besoin de passer par une instance nationale pour pouvoir être candidat. Je ne me suis pas situé dans ce contexte-là. Alors, la promotion, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'en réalité, c'est une procédure qui fait partie d'un certain état des choses et qui est remis en cause par un nouvel état des choses actuellement. Et là, les questions d'articulation entre les critères locaux et les critères nationaux sont très complexes. Et à mon avis, c'est un problème d'une autre nature. Non, j'en prie. Donc, peut-être pour répondre à votre question, je vais me limiter parce que le mot autonomie, je pense, il fait référence à université. Hein. C'est un peu ça, je pense, dans votre esprit. Donc, je ne vais pas du tout évoquer la question des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, ni même des unités ou des formations. Je vais me limiter à la question de l'institution université. Effectivement, on peut s'interroger en se disant, est-ce que l'autonomie accrue des universités reste compatible avec une évaluation du type de ce que fait l'ARS. Alors la réponse, elle est la suivante, c'est que même si effectivement les universités ont accru un tout petit peu leur degré d'autonomie, il n'est quand même pas considérable, ça reste des organismes qui sont financés sur fonds publics et qui ont pour base d'attribution de ces financements un contrat avec l'État. Et en gros, l'évaluation de l'ARS, là encore, comme je l'évoquais tout à l'heure pour une unité de recherche, elle a un double objectif. Elle est d'abord, premièrement, d'apporter un service à l'université en lui indiquant quels peuvent être ses points faibles, ses points forts en termes de gouvernance, de stratégie de communication, de stratégie de formation, stratégie de recherche, stratégie internationale, vie étudiante, etc. Donc ça, c'est un service qui est offert à l'université. Elle en fera l'usage qu'elle voudra. Mais en même temps, le document qui est produit, c'est un document qui pourra être utilisé comme un document partagé entre l'université et l'État dans le cadre de la négociation du contrat. Et donc si vous voulez, dans ce sens, je ne pense pas que l'évaluation d'une université soit contradictoire avec la notion d'autonomie. Simplement, elle permet d'apporter un document dans un contexte relationnel entre l'État et les universités qui a un tout petit peu bougé, puisque voilà, il y a des compétences essentiellement d'ordre gestionnaire qui se sont modifiées au cours depuis la loi, quoi, hein. Très bien. Alors il y a une intervention là. Stéphane Bratossine, professeur des universités à Montpellier 3. Ayant travaillé plusieurs années sur les procédures de débat public, je suis très sensible au concept de transparence. Et ma question, ça sera rapide parce qu'on n'a plus le temps, est très directe. En quoi peut consister concrètement la transparence de ces procédures d'évaluation dont les résultats sont fondés sur des débats qui sont absolument secrets? Là, il y a une question théorique derrière ça. C'est-à-dire, moi, je considère que la transparence n'est pas un concept en sciences de l'information et de la communication. C'est-à-dire, aucun processus de communication ne peut être entièrement transparent. C'est une métaphore à caractère idéologique. Donc ce qui compte, c'est la publicité. Quelle est la publicité? Quels sont les processus de publicité? Et donc là, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont soumis à la publicité, d'autres qui ne le sont pas, et on a intérêt à le savoir, à le discuter, à en débattre. Ce n'est pas à l'instance qui délibère de dire ce qui doit être soumis à la publicité et ce qui ne doit pas l'être. Actuellement, c'est régi par un cadre légal. Pour prendre juste un exemple, les rapports qui sont rédigés sur les candidatures à la qualification peuvent être transmis, ils sont publics, le nom des rapporteurs est public.
Dans le cadre de la gestion des carrières, les rapports sont détruits en séance, les noms des rapporteurs sont inconnus. Donc là, évidemment, c'est toute la réflexion sur la façon d'établir les règles et les avantages et bénéfices de ce qui est rendu public et de ce qui n'est pas rendu public, étant bien entendu qu'aucune société ne peut être totalement transparente. Oui, ben moi, en se situant à une autre échelle, c'est vrai que la question de la publicité, les règles utilisées par l'ARS sont publiques, elles sont consultables. La composition des comités d'experts est publique, les rapports d'évaluation sont publics, les observations de l'entité évaluée sont publiques. Donc il y a tout un tas d'éléments et malgré tout, encore il n'y a pas très longtemps, je lisais que l'ARS était un peu opaque. Et donc je me pose la question de qu'est-ce qui fait qu'elle est opaque. Eh bien effectivement, quand on analyse l'ensemble du processus, on identifie assez clairement un certain nombre de points sur lesquels... Par exemple, les aspects très intimes de la composition des comités d'experts, le rôle du délégué scientifique, le fonctionnement des procédures de séance de notation. Je pense que ce sont des points sur lesquels, j'en parlais avec le président du CONRS hier, ce sont des points sur lesquels on a encore des améliorations à apporter. Mais avec la crainte qui était évoquée tout à l'heure, c'est que tout ceci aboutisse à un enchevêtrement malgré tout de textes qui risque finalement malgré tout de générer un sentiment d'opacité du fait de son caractère proliférant. Merci. Il y avait une autre... Madame. Oui, Gloria Awa, donc Université d'Artois et membre de l'ancien CNU, le précédent CNU, donc 2007-2011. Ma question s'adresse à l'ensemble des intervenants et elle porte sur, en fait, d'un côté la naturalisation donc de l'évaluation et d'un autre côté la dénaturalisation de l'activité scientifique dans le sens d'ingénierie de l'activité scientifique. Et c'est quelque chose donc qui est également en rapport avec l'historicité que vous avez évoquée des processus et des procédures d'évaluation d'un côté et l'histoire donc de la recherche scientifique et de l'imagination et de l'invention scientifique de l'autre. Donc, pour faire vite, ce que en fait la discipline qui est la mienne permet de voir un petit peu avec ces processus d'évaluation, c'est leur inscription à la fois sociopolitique, c'est aussi leur construction et c'est également leur mise en visibilité quantitative qui consisterait peut-être, vous me dites si je me trompe, un contournement d'une autre lecture qui serait plus intéressante, plus quantitative, plus opaque et où jugement donc serait quelque part la continuation de justice, où donc la science serait bien sûr transparence et évaluation, mais serait aussi création. Je vous remercie. Oui, peut-être juste un mot pour dire, moi, si j'ai bien compris, je suis sensible à ce que je perçois dans ce que vous dites, un risque qui est celui que la science sur la science finisse par étouffer un peu la science. C'est-à-dire que cette dimension d'évaluation peut prendre un caractère très scientifique, de plus en plus scientifique, à travers à la fois les aspects de quantification, mais aussi d'analyse qualitative. Et on peut se dire que, je ne suis pas sûr que ce serait un progrès si cette nouvelle discipline scientifique du champ des sciences humaines et sociales, finalement, finissait par, disons, retirer l'intérêt des objets qu'elle est amenée à évaluer. Bien, nous voilà au terme de cette table ronde. Je voulais, Monsieur le Directeur Général, chers collègues, vous remercier du temps que vous nous avez consacré et surtout de la franchise de nos entretiens. Vous avez fait quelques ouvertures qui seront certainement appréciées et qui laissent augurer de ce que je pourrais appeler une coopération tranquille. Voilà, je remercie également mes collègues Yves Jeanneret et Alain Kiyindou. Et bien voilà, c'est terminé. Merci encore.